Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et on est toujours Fanny et Anna. Et avant de nous lancer dans l'épisode à proprement parler, on a non pas une, mais deux annonces à vous faire. La première, c'est que la prochaine séance de notre All That Jazz Cinéma Club aura lieu ce dimanche 31 mars, comme d'habitude à 17h au Cinéma L'Archipel à Paris. On aura le plaisir de revoir avec vous Mary Poppins, un grand classique Disney qui fête cette année ses 60 ans, et oui, on vous attend nombreux et nombreuses. Et la deuxième annonce est plus inhabituelle. Le 100e épisode de All That Jazz approche à grands pas. Et il va être fou. Il va être fou, exactement. Pour l'instant, on n'a pas trop les détails, on vous avoue, mais ce qu'on voudrait faire pour ce 100e épisode, c'est l'enregistrer en direct sur Twitch, la plateforme de streaming live. Parce qu'on est hyper moderne, il faut pas croire, on est au top de la nouveauté, de la technologie, on est dans le coup. Voilà, et on voudrait organiser l'enregistrement de cet épisode sur Twitch, avec votre présence à vous, les auditeurs et auditrices, que vous vous connectiez et que vous commentiez en direct l'épisode. On va expérimenter quelque chose comme ça. Pour l'instant, on n'a pas choisi la date ni le thème, mais on voulait commencer à vous en parler pour que vous vous prépariez et que vous pensiez à vous inscrire sur Twitch et à vous abonner à notre chaîne qu'on vient de créer pour pouvoir être prévenu lorsqu'on lancera cet épisode événement. On vous mettra le lien sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Ce 100e épisode devrait avoir lieu courant avril, mais en attendant, place au 99e. Et pour ce 99e épisode, qui est déjà un petit peu spécial et pas comme les autres, on vous propose un entretien avec des membres de la compagnie L'Art qui cache la forêt, une compagnie qui va jouer son nouveau spectacle intitulé Chronique d'une ville sous exploitation, Latrinaire. Alors, il s'agit d'une adaptation de la comédie musicale Urinetown qui va se jouer les 19 et 20 avril au théâtre Lagorraine à Bourg-la-Reine en région parisienne. Alors déjà, bienvenue aux membres de la troupe de cette version française d'Urinetown. Et on a donc devant nous, enfin en visio, 4 membres de cette troupe. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter chacun et chacune en nous disant votre nom et votre rôle dans la troupe? Bonjour, alors moi c'est Marie Boulard et je suis metteuse en scène du spectacle. Bonjour, moi je m'appelle Mallory Cheminet et je suis comédien dans le spectacle. Bonjour, moi c'est Julie Vautier, je suis comédienne sur le spectacle et je fais aussi partie des membres fondateurs de l'association. Moi c'est Mathieu et je suis directeur musical et pianiste sur ce spectacle et j'ai aussi participé à l'adaptation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre troupe, donc L'Art qui cache la forêt? Déjà, où est-ce que vous êtes basé, quel est le but de cette troupe et peut-être aussi les spectacles, les autres spectacles que vous avez déjà montés. Alors du coup, nous on est une association qui est basée sur Villejuif, qui a été créée en 2019. Donc en plein Covid, on avait le sens du timing, voilà. Notre but dans l'idée, c'est d'amener du répertoire de Broadway en France, donc de l'amener en français pour faire découvrir des choses que les gens connaissent pas forcément, sortir un peu de Grease, que tout le monde connaît, voilà, des choses un peu différentes. On a déjà monté un spectacle, qui était déjà une adaptation française de Carrie, le musical adapté du livre de Stephen King. Et là, nouveau spectacle, Urinetown. On reste dans nos principes de chercher des choses pas connues. Voilà. Effectivement. Justement, c'est l'occasion de nous présenter cette comédie musicale, Urinetown, qui est effectivement très méconnue en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça date de quand? Ça a été créé par qui? De quoi ça parle? Etc. Eh bien, Urinetown, c'est un spectacle de Greg Cotis et Mark Coleman. Alors ça a fait sa première à Broadway en 2001. C'est une comédie musicale qui raconte l'exploitation latrinaire, d'où le titre adapté en français qu'on a gardé, d'une ville, d'un endroit, on ne sait où et on ne sait quand. Et donc, dans cette ville va naître une révolution menée par le personnage de Bobby. Interprété par Mallory ici présent. Voilà. Et donc il va mener cette révolution parce que il réalise que effectivement c'est tout à fait injuste de devoir payer pour satisfaire des besoins naturels. Et oui, parce que du coup on oublie de préciser, mais le point de départ, c'est que l'eau est venue à manquer suite à une sécheresse sans précédent. Et les autorités ont décidé de rendre les toilettes privées interdites. Et donc tout le monde est obligé de payer pour aller se soulager dans des toilettes publiques. Et du coup, Bobby finit par trouver ça injuste. C'est vraiment très intriguant. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette comédie musicale-là pour ce nouveau spectacle? Qui y a pensé? Pourquoi est-ce que vous avez senti que ce serait une bonne idée?
Alors, donc la décision, elle s'est faite entre moi et Stéphane, qui est donc le directeur de la compagnie, et qui, sur ce projet, est également le directeur vocal. On a choisi ce projet alors qu'on était encore en train de faire Carrie. Pourquoi celui-là? En gros, il fallait qu'on trouve un spectacle qui nous plaisait à tous les deux, donc ce qui n'était déjà pas simple. Parce que moi, j'avais des envies qui ne lui plaisaient pas, lui avait des envies qui, moi, ne me plaisaient pas. Donc on a cherché longtemps. On avait une espèce de cahier des charges un petit peu sur le choix du prochain spectacle. On n'avait pas envie d'un spectacle où il y avait que des rôles d'hommes, par exemple. On voulait quand même un semblant de parité, parce qu'il y a tellement de filles dans ce métier et tellement pas assez de rôles pour elles. Donc on voulait, une parité quand même. On voulait un sujet qui nous parle. On voulait une musique qui nous parle. Il y avait plein de choses comme ça. Donc on a cherché longtemps et à un moment on a écouté l'album de Urinetown et on est tombé dessus. On avait peur que ce soit quelque chose qui va parler juste de pipi et que ce soit, un peu en dessous de la ceinture. On s'est dit ça va pas être fou. Et en fait, ça l'était. Donc, donc on s'est dit, mais c'est génial, ça parle de beaucoup de sujets au final très importants. Et ça restait dans la continuité de ce qu'on avait déjà commencé avec Carrie, où on parlait de harcèlement scolaire, d'extrémisme religieux. Là, c'est des nouveaux sujets qui sont tout aussi modernes, tout aussi importants. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée, qu'on pourrait en faire quelque chose d'assez sympa. En plus que c'est une œuvre assez méconnue du répertoire. Comment ça se passe, la négociation des droits pour pouvoir jouer cette pièce-là, puisque c'est une adaptation d'une œuvre créée d'abord à Off-Broadway, puis qu'a transférée à Broadway? Alors pour tout ce qui est obtention des droits, de la licence, du droit de jouer, donc on passe par des entreprises qui possèdent les droits de plein de spectacles. Des gestionnaires de droits, je crois qu'on appelle ça. Des gestionnaires de droits. Donc l'idée, c'est on les contacte. Est-ce que les droits sont disponibles? Oui, non. Est-ce qu'ils sont disponibles à cette période? Oui, non. Une fois qu'on a eu oui aux 2 premières questions, on va les contacter. Ils vont nous faire un devis et juste on va payer dans l'idée. C'est plus ou moins ça. À partir du moment où on paye, on peut obtenir des droits. Après, nous, on a un petit peu négocié sur le prix des droits aussi, vu qu'on est une compagnie semi-professionnelle dans l'idée, mais avec pas les moyens d'une compagnie professionnelle. On a essayé de faire en sorte de baisser un peu les prix. Mais voilà, après... Après, il y a la question de le jouer en français. Oui. Qui du coup ouvre à d'autres demandes de droit qui sont est-ce que notre version française est ok pour les ayants droit, quoi. Du coup, ça amène à une vérification de la traduction, donc on doit traduire tout le spectacle, adapter, c'est plus juste adapter tout le spectacle, et ensuite leur envoyer notre version avec ces fameuses 3 colonnes pour ceux qui sont familiers de ça. Et pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ça, on envoie aux ayants droit le texte du spectacle sous 3 colonnes. Donc la première colonne, le texte original, la deuxième colonne, notre adaptation, et la troisième colonne, la traduction mot à mot de notre adaptation en anglais, pour que du coup les ayants droit anglais, qui ne parlent pas français, puissent juger si on est trop loin de leur version originale ou pas. Et ensuite, si on a validation de cette version, tout est bon et on peut démarrer les répétitions, quoi. Alors j'ai vu sur le dossier que vous nous aviez communiqué que c'était, comme dans le cas de Carrie, maintenant vous aviez déposé cette adaptation française. Ça veut dire que si une autre compagnie veut rejouer la pièce, vous aurez des droits à ce moment-là? C'est juste pour comprendre comment ça marche. Alors, ça dépend du type de licence. Nous, on est sur une licence de représentation amateur. Et donc, si demain, il y a une licence professionnelle qui se joue, il me semble qu'ils ne sont pas dans l'obligation de reprendre notre version ou de nous la demander. D'accord. Et puis, de manière générale, ils peuvent très bien décider de proposer leur adaptation à eux. Par contre, s'ils veulent utiliser la nôtre, effectivement, là, ça mènera à une négociation entre l'Art qui cache la forêt et eux. Mais c'est pas automatique, quoi. Alors justement, continuons sur ces questions de traduction, ou plutôt d'adaptation. Je pense que nos auditeurs et auditrices savent qu'on est devenus des passionnés de cette question-là. Qui s'en est occupé? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été particulièrement difficile? Est-ce que vous avez des exemples de défis particuliers pour la traduction? Alors on s'y est mis à 4 sur cette adaptation, parce que c'était un gros travail quand même. Donc il y avait Marie, Julie, Stéphane et moi qui nous sommes chargés de l'adaptation. On a commencé le travail il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense. C'était il y a assez loin maintenant, en vrai. Et en fait, tout simplement, au début, déjà, on a lu la pièce, on a noté tous les points qui allaient être difficiles et sur lesquels il allait falloir qu'on s'entende et qu'on définisse un peu une direction artistique pour cette adaptation.
Donc voilà, est-ce que on garde les références anglophones telles quelles et on les explique, ou alors est-ce qu'on les traduit par des références purement francophones? Donc nous, on est plutôt allé dans cette direction-là. Tous les noms propres, par exemple, voilà, on est parti sur quelque chose de très local, de très casanier. Franchouillard presque. Je n'osais pas le dire. Pour que ce soit tout simplement plus rigolo, parce que ça reste un spectacle franchement comique, même s'il est politiquement très fort. Donc voilà, une fois qu'on a défini cette direction artistique, on s'est réparti la pièce. Il y a 10 tableaux par acte, je crois, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Donc dans un premier temps, pour se rôder à l'exercice, on a fait un chacun, et puis bon, après, en fonction de qui avait plus de temps ou qui avait le plus envie, bon, il se trouve que Julie et moi, on a traduit un peu plus de tableaux. Mais ce qui est essentiel à dire, c'est que on n'a pas juste livré le tableau traduit et ensuite c'est parti à l'impression. Ensuite, on a refait des réunions pour que chacun relise toutes les adaptations de tous les autres et les points sur lesquels on avait du mal à trouver une bonne solution. On en a débattu, parfois longuement, parce que il y a plein de choses sur lesquelles on peut être en désaccord, sur des sonorités, sur qu'est-ce qui est drôle, finalement, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Parfois, il a fallu faire des choix, des choses qui ne passaient pas et qu'on a dû remettre ailleurs dans le spectacle. Voilà. Et surtout, ça a permis d'unifier aussi tout, oui, pour qu'on se rende pas compte, qu'il y a plusieurs plumes derrière tout ça. C'était un gros travail d'unification. Mais c'était super intéressant. Exemple de défi particulier de traduction. Moi, je pense que le gros défi, quand on adapte un spectacle comme ça, de l'anglais vers le français, c'est, je pense surtout à la prosodie, donc au rythme, à la mélodie, au-delà de la mélodie qui est écrite des notes, de la mélodie du texte. Ce qui est mélodieux en anglais n'est pas forcément, et rarement ce qui est mélodieux en français. Et donc, on se pose des questions de où on met l'accent tonique, quel mot on utilise, est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle voyelle. Oui, parce qu'en plus, on a un directeur vocal qui nous dit tu peux pas mettre le son I là-dessus parce que c'est le pic de note et c'est super dur à chanter, voilà. Du coup... Mettre un I sur une note dans les aigus, difficile, faut pas trop le faire. Sinon, les comédiens vont se plaindre. Des voyelles qui passent plus ou moins bien. Il y a un rap, par exemple, dans la pièce. Si vous connaissez, vous voyez de quel numéro je parle. Et j'y pense parce que c'est moi qui ai commencé l'adaptation sur ce truc-là. Et c'était un enfer parce que à chaque fois, il y avait une syllabe de trop. Et donc, et ça ne sonnait pas, quoi. Alors qu'en français, on a plus envie d'avoir la punchline, voilà, d'avoir l'accent à la fin. Et donc, voilà, je le dis, j'ai supprimé toutes ces syllabes en fin de vers pour avoir un rap punchy, quoi. Parce que du coup, il y a plein de fois où on a dû se permettre aussi de changer un peu la mélodie, enfin pas la mélodie, mais le rythme des phrases dans les chansons. On a dû se dire, ok, là, je dois inverser une croche et une noire, par exemple, histoire que ça sonne mieux. Enfin, on a dû se permettre des petites choses comme ça pour que ça sonne mieux en français. Parce que sinon, ça s'entend que ça vient de l'anglais. Il y a tellement de traductions comme ça où on entend que c'est calqué sur la musique anglaise et ça ne marche pas en français. Donc on s'est permis des petites choses. Mais c'est absolument pas dérangeant. Enfant de best. Je me permets de signaler donc à nos auditeurs et auditrices qu'on peut découvrir en ligne un clip du morceau Qu'est-ce que tu pisses là, donc traduction française de la chanson What is You're in Town. Comment avez-vous trouvé cette traduction du nom de la ville tu pisses là que je trouve absolument excellent. Je sais pas comment ça fait un nom de ville américaine, je sais pas, comme un peu Tulsa ou Topeka, enfin je sais pas, je trouve que ça sonne bien. Ah bah c'est gentil. Merci. C'était compliqué, ouais. Par exemple, moi au départ, je voulais vraiment un nom de ville beaucoup plus franchouillard, type je sais pas Sully-sur-Loire, quoi, quelque chose qu'on puisse identifier vraiment à la France. Et en fait, personne n'était d'accord avec moi. Et surtout, dans You're in Town, il y a quand même ce jeu de mots de you're in et de you are in, qui apparaît plein de fois dans le livret. Et moi, par exemple, je me suis pas mal occupée de traduire les scènes de théâtre au-delà des chansons. Et ça revient pas mal de fois. Et force est de constater que ça ne marchait pas, cette idée de nom franchouillard. Donc on a cherché beaucoup. On a eu beaucoup d'idées différentes. Je crois que c'est Stéphane qui a trouvé ou c'est toi, je sais plus. C'est la maman de Stéphane. Oh là là. C'est pas mais je l'ignorais. Bravo. Bravo les mamans. Parce que ce qui s'est passé aussi, on disait tout à l'heure que voilà, le directeur vocal est très exigeant sur la prosodie. Et donc il voulait effectivement donc déjà quelque chose en 3 syllabes pour retrouver You're in Town. Il voulait 2 syllabes fermées, 1 syllabe ouverte, comme dans You're in Town qui ouvre. Donc il fallait en plus ça. Il voulait la notion de lieu,
puisque c'est quand même quelque chose qui est super important dans le titre, qui explique beaucoup de choses, voilà, sans en dire plus, mais c'était une notion qui était importante, et du coup, on ne trouvait pas, on galérait, et jusqu'à ce qu'il en parle avec sa maman, et qu'elle lui propose. Et il voulait aussi que l'idée de « tu pisses là » ne se voit pas tout de suite à l'écriture. C'est pour ça qu'on a un peu écarté tout ce qui était les pisses vallées, les choses comme ça, parce que ça se voyait directement à l'écriture, et on voulait essayer d'effacer le plus possible le côté urine, parce que bon, on se disait quand même, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a aussi trouvé cette écriture de tu pisses là écrit de cette manière où quand on le lit, on s'en rend pas compte à la lecture. Mais si on le dit à voix haute, on comprend. Donc on a réussi à résoudre cette énigme. C'est aussi pour ça qu'on pouvait pas rester sur Urinetown, juste de le calquer, parce que c'est aussi quelque chose qui a été amené quand on en a discuté. Et c'est vrai que là, au moins en anglais c'est sauvé par le fait que c'est un jeu de mots. En français, c'est mort. Oui. Urineville. On appelle quand même entre nous pour la blague Pipiville parfois. Mais... Il y a aussi des petites blagues sur votre compte Instagram, là, les places VIP, j'ai vu. on essaye de rester dans le thème, quoi. Et par contre, je me disais, du coup, vous avez pas gardé Tu pisses là comme titre du spectacle. Mais ça aussi, ça a été un gros débat. Ouais, jusqu'à il y a très récemment, d'ailleurs. Jusqu'à très récemment. Mais en fait, on avait plein de petites craintes qui ont fait que on s'est dit qu'il fallait trouver une autre solution. C'est que mettre Tu pisses là, on s'est dit que il y avait sûrement une grande partie du public qui, ne connaissant pas l'œuvre de base, serait peut-être pas très intéressé ou séduit par le fait de lire ce titre en gros sur une affiche. Et du coup, on s'est dit, bon, on va trouver une autre solution. Et comment est-ce qu'on est venu avec ce titre Parce qu'on s'est dit que un titre long, ça serait peut-être un ressort, ça pouvait être un ressort comique. Donc on en a fait là quelque chose qui revient dans le spectacle, une sorte de blague de le titre est beaucoup trop long. Et on s'est surtout dit qu'en fait, c'était ce que ça racontait, le livret, c'était littéralement la chronique d'une ville exploitée via ses toilettes, quoi. Donc on est tombé là-dessus et on s'est dit, c'est moins... Je voulais dire vulgaire, mais c'est pas le mot. C'est moins risqué, en tout cas, de mettre ça sur une affiche si on veut séduire les gens qui ne connaissent pas du tout l'œuvre. Et comme c'est une œuvre pas très connue, il y en a beaucoup. C'est plus intriguant, quoi. Exactement. Personnellement, je pense que c'est un bon choix, effectivement. Merci. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais si vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur cette question des adaptations, des références culturelles donc américaines en français, est-ce que vous avez des exemples particuliers en tête, au-delà de la question par exemple des noms propres? Est-ce que, je sais pas, il y a des trucs très américains que vous avez dû rendre très français pour le public? Il n'y a pas énormément de choses très idiomatiques américaines dans le texte. J'avoue que j'ai du mal à me souvenir maintenant parce que j'ai tellement le français dans la tête. C'est ça. Mais les noms propres, c'était vraiment un gros défi. Cladwell, c'était un jeu de mots, il me semble que on n'avait pas capté d'ailleurs au début que Julie avait compris. Cladwell, qui est donc le méchant, qui en fait s'appelle Bien habillé. Ouais. Son prénom c'est Caldwell. Donc c'est vraiment puits de pétrole bien habillé. Oui, et en plus ça sonne pareil, il s'appelle Philippe quoi. Comme ça. Est-ce que je spoil le nom du méchant? Ah bah oui, oui. dites-nous. Il a déjà été présenté. Ah bon? Ah bah parfait. Donc il s'appelle Théobert Claver. On est parti sur Claver qui est quelque chose qui sonne français mais qui sonne un peu aussi comme Cladwell, et sur Théobert qui est rigolo parce que c'est le mélange de Théodore et Robert. Voilà. Et Claver ça ressemblait à Calvaire aussi. Oui, aussi. Ah oui, c'est Ça vrai. sonne méchant. Mais je crois que dans les blagues ou quoi, il y avait pas trop de défis particuliers en termes de références. La traduction des noms, c'est hyper intéressant, en vrai. Oui. Entre Penelope Pennywise, le nom de famille Strong aussi pour Bobby et son père. C'est quand même... Je trouve que vous avez fait un bon travail, en vrai. Merci. Mais la pièce est très pensée pour se passer n'importe où, à n'importe quelle époque. Il n'y a aucune époque citée, aucun lieu cité, à part Urinetown, du coup. Donc je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas trop de blagues idiomatiques qui contribuent à ça, où on ne sait pas où ça se passe, on peut pas dire si ça se passe plus aux États-Unis qu'en France, ou qu'en Asie, ou n'importe où. On ne sait pas. Ouais, le texte est pas du tout clair là-dessus, et en même temps, la plupart des Urinetown qui se jouent en général, j'ai l'impression que c'est plus axé Grande Dépression, États-Unis,
Même on le voit dans la manière dont c'est joué, le type de voix qui sont utilisées. On va dans les costumes, voilà, béret, petite chemise, bretelles et tout. Et nous, on a abandonné ça. Et dans le ton, et dans les costumes aussi, du coup. Nous, c'est plus que ça pourrait se passer dans n'importe quelle ville de notre pays après une catastrophe climatique, quoi. L'apocalypse. Du coup, après la question de l'adaptation, rentrons vraiment dans la production du spectacle. Comment ça s'est passé pour recruter les comédiens, comédiennes? Vous avez fait des auditions? Est-ce que vous avez fait des auditions spécifiques par personnage? Est-ce qu'il y avait beaucoup de candidats? Voilà, dites-nous tout. Alors moi, je pourrais pas vous parler du nombre de candidats. Par contre, je vais pouvoir vous parler du processus d'audition. Un avis d'audition a été posté sur les réseaux sociaux, comme ça se passe souvent à l'heure actuelle. On s'est présenté en envoyant des self-tapes, des enregistrements, comme ça se fait à l'heure actuelle. Et donc, une fois qu'on a été sélectionné pour passer en présentiel, effectivement, il y avait des auditions spécifiques par personnage, avec globalement un bout de scène et 2 chansons. Ouais. Pour mon personnage, en tout cas, j'avais 2 chansons. Donc voilà, présentées lors d'un premier tour. Il y a eu un workshop lors du callback qui consistait en à peu près 2-3 heures simplement donc de travail de chœur, de travail de personnage et de travail de choré, notamment des claquettes menées par Stéphane qui nous a fait un petit workshop de claquettes lors de l'audition. Donc voilà, et une fois ça, on a eu les réponses, je sais pas, une semaine et demie après, voilà. Ça nous est arrivé d'en reparler effectivement entre nous et de voir que la sélection s'est faite de manière plus évidente pour certains personnages que pour d'autres. Des gens apparemment ont déchiré leur audition, ce qui arrive, voilà. donc voilà. Donc voilà. En tout cas pour le processus d'audition, voilà, c'est un processus d'audition comme on en passe très régulièrement à Paris dans ce milieu. Oui, à la différence qu'on a insisté pour que dès le premier tour, qu'il y ait un représentant de chaque discipline avec nous. Donc par exemple, les auditions de chant étaient accompagnées par Mathieu au piano, Camille, la chorégraphe, était là. Enfin, tout le monde était en tout cas impliqué dans la décision. Et voilà, et on a reçu... on a été très étonnés, mais on a reçu vraiment beaucoup de candidatures. Et du coup, ça a rendu le choix extrêmement difficile parce que on avait énormément de profils très talentueux. Et on est arrivé au cast d'aujourd'hui qui est le cast parfait. Voilà. À noter aussi que lors du premier tour, parce que j'ai également passé l'audition, malgré mon statut de secrétaire, j'ai passé l'audition comme tout le monde. Et à noter que là où on a essayé de marquer une différence aussi sur ces auditions par rapport à ce qui se fait beaucoup dans le milieu, c'est qu'on a tenu à ce que chaque candidat ait un créneau de 15 minutes entières, où c'est pas juste un one-shot, fais ta chanson, fais ton texte, et ciao. C'est quelque chose qu'on vit beaucoup et qui est extrêmement frustrant, parce que derrière on a les retours de c'était pas ce qu'on cherchait, mais en même temps on n'est pas dans la tête des jurys d'audition, donc on ne sait pas. Donc là il y avait vraiment ce truc de tu fais ta chanson une fois, je te donne des directions, on réessaye, et on voit si on arrive à atteindre ce qu'on voudrait. On l'atteint, tant mieux, on l'atteint pas, tant pis. Mais au moins, il y avait un travail dessus, parce que c'est tellement frustrant de faire en one-shot. Oui, puis ça permettait de rencontrer vraiment les gens aussi, de... voir dans le travail comment les gens se comportaient. Exactement, ouais. On passe un an avec des gens, on veut être sûr que ça va bien se passer, quoi. Oui. C'est peut-être une question un peu bête, mais juste pour me rendre compte, parce que j'avoue que c'est quelque chose que je connais pas du tout. Sur un spectacle comme ça, où vous avez à caster une quinzaine de personnes, au départ, il y a combien de candidats? Enfin, peut-être bête comme question, mais c'est un rapport de 1 sur combien? Je crois qu'on a reçu 150, 130. Ok. Ouais, entre 120 et 150, je sais plus. Entre 120 et 150 candidatures. Alors, il y a des personnages pour lesquels on a eu beaucoup moins de candidatures. Parce que c'est des personnages un peu marqués. Je pense à Claver, par exemple, qui doit faire plus vieux, qui est un méchant. Enfin, on a reçu moins de candidatures pour ce personnage-là. Mais en tout, ouais, entre 120 et 150, je pense. Avec les retardataires, je pense 150. Oui, c'est arrivé qu'on reçoive encore des candidatures 3 mois après la fin des auditions. Bon, on leur disait que c'était mort, mais... Il faut toujours tenter. Le spectacle se joue demain, ça va être compliqué. Surtout, il faut dire ce qu'il y a, on a reçu beaucoup plus de candidatures féminines, parce qu'il y a, tout simplement, plus de comédiennes que de comédiens. Exactement, il y a un vivier de comédiennes, chanteuses, danseuses beaucoup plus important que de comédiens, chanteurs, danseurs. Donc les rôles masculins, comme toujours, avaient moins de compétition, il faut le dire. C'est le premier truc que sa prof de danse a dit à mon fils, qui a 3 ans, c'est que s'il s'accroche, il y a du boulot pour les mecs. Mais oui, c'est vrai.
on est un peu biberonné à ça en tant que mec. Ouais, t'as des chances d'y arriver, il y a moins de concurrence. Oui, mais de toute façon, Quand même. de la concurrence. Non, De plus en plus. ça reste difficile. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un gros, ça concerne pas vraiment le spectacle en soi, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse disparité entre beaucoup plus de rôles pour les mecs, beaucoup moins de mecs sur le marché, et beaucoup moins de rôles pour les filles, et beaucoup plus de filles. Franchement, ça reste une grosse inégalité. Ça a tendance à l'heure actuelle à être corrigé parce que plus de rôles sont donnés pour les femmes, parce que c'est un problème qui a été mis en évidence depuis déjà 5-10 ans de manière active dans le milieu de la comédie musicale. On commence à s'en rendre compte très tardivement, mais on s'en rend compte. Donc voilà. La balance est très légèrement en train d'être rebalancée, mais il y a quand même toujours ce problème. Il y a du chemin, quoi. Voilà, effectivement. Et est-ce que certains membres de cette troupe, donc de Urinetown, avaient déjà participé au premier spectacle sur oui, Carrie? tout à fait. Bah, déjà, moi. C'est le cas. Déjà, moi, tout simplement parce que sur Carrie, en plus de jouer Carrie, j'étais également l'adaptatrice du spectacle entier. D'accord. Et on a également un deuxième comédien qui est avec nous sur Carrie, donc Paul, qui cette fois est dans l'ensemble de Urinetown, qui a passé les auditions, qui a été jusqu'au bout. Et on est très très heureux qu'il soit de retour avec nous. Oui. C'est chouette de retrouver les gens des projets d'avant. Et puis Stéphane aussi, du coup, président de la compagnie, qui était directeur vocal et chorégraphe sur Carrie, et qui cette année est seulement directeur vocal. Qui a hésité à être aussi chorégraphe, je lui ai dit qu'il y avait beaucoup trop de travail. Et il a consenti à laisser la danse. Mais il s'occupe quand même des chorés de claquettes. Alors maintenant, une question sur les répétitions. Depuis quand est-ce que vous répétez le spectacle? Tous les combien vous vous réunissez? Comment vous vous organisez? Où est-ce que vous répétez? Tout ça. Alors, depuis quand? Pour moi, c'est compliqué parce qu'on a travaillé avant les répétitions beaucoup, donc j'ai toujours de la difficulté à trouver c'était quand la première répétition. Eh bien, la première répétition, c'était début mars 2023. Avec ça fait un an. Ça fait un an. Avec l'équipe, on a fait la lecture il y a presque un an pile, puisque c'était le 23 mars. C'était la première lecture, c'était le 23 mars 2023. Quelle mémoire. Ouais, non, mais on en parlait hier, en fait, surtout. Donc, non. C'était, la lecture, en tout cas, qui n'était pas la toute première répétition, ça devait être la deuxième. Peut-être. Deuxième ou troisième. En tout cas, voilà, ça fait mi-mars, ça fait un an, là, alors Et on répète tous les jeudis, donc une fois par semaine, dans une MJC qui s'appelle le KL, à Bourg-la-Reine. Avec laquelle on a une sorte de contrat de résidence qui nous permet de répéter dans leurs locaux une fois par semaine. Et on fait plein d'autres petites choses avec eux pour faire rayonner un petit peu ce projet. On a organisé un filage avec du public scolaire pour qu'ils puissent découvrir l'acte 1. On va faire des répétitions ouvertes. Enfin voilà, il y a des petites choses qui se passent en plus, quoi. Dans le dossier de presse du spectacle, vous avez mentionné quelque chose qui m'a pas mal intéressée. Vous parlez d'une production éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? En fait, la pièce critique la surconsommation des ressources de manière générale, et ça nous paraissait logique de, du coup, ne pas entrer dans une manière de faire qui soit jetable, qui soit de manière générale pas éco-responsable en fait. Et surtout, quand on a rencontré Théo, donc le scénographe du spectacle, Théo Filippo, lui, c'est dans son ADN de création de travailler majoritairement avec des matériaux de réemploi. Et du coup, il nous disait que c'était le plus logique pour ça. Évidemment, on était d'accord avec lui. Donc, les décors sont entièrement construits à partir de matériaux de réemploi. Sauf évidemment les boulons et les roulettes. Mais sinon, on a tout récupéré donc grâce à des partenaires qui ont accepté soit de nous donner, soit de nous vendre des matériaux déjà utilisés pour leur offrir une seconde vie. Donc on était allé toquer du côté de chez Muto, du côté de la Réserve des Arts et du côté des décors papillons. Donc ça déjà, ça ancre vraiment le spectacle là-dedans. Et ensuite, éco-responsable parce que on défend de manière générale une idée de ne pas produire de choses qui seront jetées ou produire ne serait-ce que par exemple les supports de communication. On essaye de les tirer au fur et à mesure pour que par exemple on se retrouve pas avec 500 affiches sous les bras, enfin des petites choses comme ça quoi. Voilà, c'est déjà pas mal. Ah si, il y a les costumes. Les costumes sont quasiment tous de seconde main aussi. Avec Anne-Laure Genier, la costumière, on a beaucoup chiné. On a demandé aux comédiens et comédiennes aussi de faire des recherches chez eux ou dans des fripes ou chez leur grand-mère pour trouver des trucs. Et donc, on a très très peu d'affaires neuves sur le spectacle et ça aussi, on est très contents. Ah, super, et bravo. Ouais, C'est bravo, bien. ouais.
Merci. De voir que le spectacle vivant aussi se préoccupe de ces questions-là. Enfin, c'est vrai qu'on en parle aussi pas mal pour le cinéma, mais j'étais moins au fait que ça se faisait aussi sur les spectacles et c'est super. J'avais une question plus générale sur, voilà, c'est quoi les challenges quand on est comme ça, une association qui veut produire de la comédie musicale quelles sont les difficultés de vos vies? Vous voulez tout absolument là? L'argent. De manière générale. On allait venir justement sur la question Ouais, du financement d'un type de spectacle pareil, parce que ça semble super ambitieux, enfin, de tout ce que vous nous racontez, et ça donne déjà super envie, mais il y a quand même une question qui se pose, c'est comment est-ce financièrement possible tout cela? Eh bien, tout est en autoproduction. Donc, heureusement, on a des épargnes, on a voilà, un petit peu de sous de côté, mais on espère que ça va bien remplir pour pouvoir se rembourser. C'est quand même le but derrière. Après, les gros challenges, autres que l'argent, parce qu'il y en a d'autres quand même. Déjà, le fait de travailler avec des artistes professionnels qui font d'autres choses à côté. Les emplois du temps. C'est aussi, ouais, la coordination des emplois du temps, c'est toujours un problème. Ça a toujours été un problème, en fait, depuis le début, mais c'est normal. Tout le monde a des vies artistiques assez bien remplies, j'ai l'impression, du côté de l'équipe artistique. Assez compliqué à coordonner. Mais on s'en sort, on y arrive. On s'en sort. Le format de la répétition hebdomadaire a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est qu'on se voit très régulièrement et que, du coup, on perd pas trop ce sur quoi on avance au fur et à mesure, et l'inconvénient c'est que du coup c'est extrêmement demandant pour tout le monde de dédier un jour par semaine à ça, donc on doit gérer avec les absences des uns et des autres à certaines répétitions. Ça, c'est un challenge, ouais. C'est un challenge permanent. Et puis, on a quand même le challenge, pour le coup, qui est un peu dans l'ADN de la compagnie, qui est de faire découvrir une œuvre à des gens qui ne la connaissent pas du tout, voire qui ne connaissent pas la comédie musicale en général. Et donc ça, c'est plus du côté de notre communication, nos leviers d'action, j'allais dire pédagogique, mais d'action culturelle, en tout cas, pour faire découvrir ce spectacle, quoi. Donc les collégiens, des lycéens, les habitants de Bourg-la-Reine, le monde entier. Un des challenges aussi, c'est de réussir à avoir un rendu complètement professionnel, puisque c'est notre vocation, on est tous des professionnels, on est tous là pour faire des choses top, qualitatives, où les gens se disent c'est un spectacle pro, tout simplement. Mais avec les moyens d'une compagnie pas professionnelle, on n'est pas Mogador dans l'idée, on est semi-professionnel, donc on a les revenus au final d'une compagnie amateur, mais avec des artistes professionnels. Donc notre but depuis le début, c'est de montrer qu'on peut faire des choses vraiment bien, vraiment chouettes, avec un peu les moyens du bord. Oui, système D. Voilà, le système D, donc réussir à montrer qu'on peut faire des beaux décors quand même, des beaux costumes, même si c'est de la seconde main. Voilà, la qualité vocale, tout ça. Et effectivement, ça passe beaucoup par la communication aussi. De montrer ce qu'on fait, de montrer que c'est propre, que c'est nickel, que on peut y aller les yeux fermés, quoi. En fait, globalement, un des challenges qui regroupe tout ça, c'est d'arriver à s'entourer, je pense, de gens qui sont compétents et volontaires pour s'impliquer dans un projet pareil, parce que, du coup, on l'a dit, c'est beaucoup d'investissement. Mais je pense par exemple à la technique. On a eu ce challenge de monter une équipe technique, donc avec des gens pour la lumière, pour le son, sachant que sonoriser la comédie musicale, c'est un travail vraiment très particulier. Et qui peut en fait soit magnifier, soit gâcher l'expérience des spectateurs. Donc ça, c'était par exemple un des challenges, mais voilà, s'entourer de quelqu'un pour faire la communication. Donc là, on a Mila Villermoz qui gère la communication pour ce spectacle, et c'est vraiment super. Pour la production, Diane Burlot a rejoint la compagnie pour ça. Enfin, voilà, on a réussi à s'entourer, et ça, c'est chouette. Ce qui est important à préciser aussi, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est que tout le monde est payé sur les représentations. C'est quelque chose qui se fait assez peu au final dans les compagnies parce qu'il n'y a pas d'argent, donc on privilégie d'autres pôles. Et ce qu'on rencontre aussi beaucoup, je pense que nous quatre, on a été dans des compagnies amateurs très certainement à faire des choses ou tout, où on était bénévoles, et par exemple il y avait ce truc où les musiciens étaient rémunérés parce que eux n'acceptent pas de ne pas être payés, et que nous on accepte. Donc déjà, nous, sur nos spectacles, et dès Carrie, c'est ce qu'on a fait, on a ce truc de... On ne peut payer qu'aux représentations parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer toutes les répétitions. Mais par contre, tout le monde est payé pareil. Il n'y a pas l'ingé son qui est payé plus ou le musicien qui est payé plus. Les musiciens, les comédiens, l'équipe, tout le monde est payé la même chose, le même montant, parce que c'était très important pour nous, déjà de rémunérer tout le monde, à notre niveau, mais déjà rémunérer, et surtout de rémunérer pareil, de pas faire une différence. Parce qu'on l'a trop vécu. On a tous fait des études, voilà, plus ou moins longues, mais... on mérite tous d'être payés, quoi. Oui. C'est déjà pas mal.
Ça aussi, c'était un challenge. Ouais, de payer, c'est un challenge, ouais. Et du coup, ça nous coupe toutes les subventions, beaucoup. Parce que du coup, on est dans un entre-deux un peu étrange, où on n'est pas une compagnie amateur parce qu'on rémunère un petit peu, mais on n'est pas non plus une compagnie professionnelle parce qu'on ne rémunère pas tout. Et dans les subventions, souvent, il faut être soit complètement amateur, donc bénévole de A à Z, soit professionnel, donc rémunéré tout le long. Et donc cet entre-deux fait que c'est un peu compliqué pour nous de trouver des subventions, voilà. S'il y a un mécène qui passe par là, faut pas hésiter. On est gentil, on fait des gâteaux. Un des challenges, c'était notre cagnotte participative qu'on a lancée. Et on a fait un lancement de cagnotte avec un concert dans un bar à Paris. C'était une super soirée. Et ça aussi, c'était un challenge, c'était de réussir à lever un petit peu de fonds pour nous aider à avoir un fonds de roulement pour financer les décors, les achats des costumes, etc., etc. Et on s'en est très bien sortis. Merci à tous les donateurs et donatrices. Je sais pas si on peut vous demander, je peux toujours vous demander, si c'est problématique, on coupera. C'est combien le budget d'un spectacle pareil? On était à combien? 20 000? Entre 20 et 30 000, je crois. Il me semble, j'ai 22 en tête. Quelque chose comme ça, oui. Pour Carrie, par exemple, on était sur 10 000, et ici, je crois qu'on est au-dessus de 20 000, effectivement. Toujours bien d'avoir aussi un ordre de grandeur, parce que c'est vrai que c'est des choses... Ouais, en fait, à partir du moment où on a 21 personnes à rémunérer... Déjà. En fait, c'est le plus gros du... C'est la plus grosse dépense, la masse salariale, c'est le plus gros. C'est pour ça que beaucoup de compagnies coupent là-dessus Exactement. Pour payer moins. Et on a la chance par contre d'être intégré dans la programmation culturelle de Bourg-la-Reine, et du coup ça nous permet d'avoir accès à cette super salle qui est le Théâtre de la Gorène pour un prix défiant toute concurrence pour le coup. Donc ça c'est vraiment chouette d'être ancré sur le territoire comme ça, aussi pour cette raison-là. Non mais c'est génial, j'entendais ce que vous disiez sur les actions à destination des scolaires, à destination du public local. Je pense que c'est hyper enrichissant à la fois pour le théâtre et pour vous aussi de pouvoir vous ancrer localement comme ça. Enfin personnellement, là encore je vous félicite, je trouve que c'est super d'ouvrir les répètes à un public qui n'a pas forcément l'habitude de savoir comment on produit un spectacle, parce qu'en fait on a rarement l'occasion de découvrir les productions d'un spectacle. Donc bravo. Merci. Moi, j'avais une dernière question un petit peu plus globale pour donner envie à nos auditeurs, à nos auditrices de venir découvrir le spectacle les 19 et 20 avril à Bourg-la-Reine. Est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi nous attendre, ou un dernier truc pour donner encore plus envie? Eh bien, beaucoup d'humour déjà, le spectacle est très drôle. Le travail de direction vocale est assez remarquable, je trouve. Props to Stéphane Duret. Vraiment, il fait un travail absolument incroyable. Moi, déjà, de mon expérience à moi, je me permets de le caler aussi ici. J'ai énormément appris d'un point de vue... En fait, j'ai l'impression d'avoir repris une formation, en fait, d'un an, et d'avoir... c'est un cadeau d'avoir rejoint cette compagnie. Donc, vraiment, j'ai appris énormément, et c'est très enrichissant. Et donc, pour ce qui est du spectacle, le 19 et 20 avril à Bourg-la-Reine, non, c'est un spectacle très drôle, qui n'est pas uniquement centré sur de l'humour scato ou de en dessous de la ceinture, simplement. Très peu, vraiment, très peu, ouais. Faut pas s'attendre à un spectacle pipi caca, quoi. C'est absolument pas ça. Ça tourne autour de ça, donc effectivement le thème peut un peu parfois rebuter. Et je pense que il faut avoir le courage de passer outre ça pour découvrir une œuvre qui parle de bien plus que de petits sujets de ce genre. Et il y aura à boire. Ah oui, il y aura à boire. Ça, c'est bien, ça. Il y a des petites surprises qui se joueront les 19 et les 20 avril en dehors du spectacle. Donc voilà, venez découvrir tout ça. Je pense que c'est vraiment très important d'accentuer sur le fait que c'est très bien écrit. C'est très drôle, c'est cynique, c'est parfois parodique, c'est satirique. Ce que je dis parfois, c'est que on commence, on rigole de bon cœur. Après, on rit un peu jaune et on finit un peu par grincer des dents, quoi. Je pense que ça peut permettre aux spectateurs et spectatrices de se questionner sur plein de choses, sur évidemment les catastrophes climatiques à venir ou qui sont déjà là d'ailleurs, mais aussi sur le système capitaliste, l'état policier, sur la répression de manière générale. Enfin, il y a plein de choses qui sont abordées. Et c'est ce qu'on disait avec Stéphane la dernière fois, on peut voir le spectacle sans se questionner là-dessus, et c'est pour ça que c'est aussi un spectacle accessible, je pense à partir de 12 ans, je dirais, et on peut aussi le voir en se questionnant sur tout ça, donc avec plein de degrés de lecture différents, et ça c'est vraiment super.
Et les chansons sont super, les chorés sont super. Ouais, les chansons, pareil, d'un point de vue, évidemment, j'aime énormément la comédie musicale, c'est une surprise pour personne. Mais du coup, j'ai découvert cette œuvre que je connaissais que très peu. Et ouais, la musique, quoi, ils en parlent un petit peu dans le spectacle, mais la musique est géniale. Disons-le clairement, ça a été très bien choisi par Julie et Stéphane, disons-le. Donc, Orchestre live en plus. Oui, Oui. orchestre live, oui, évidemment, bien sûr. Avec des musiciens et des musiciennes de talent. Que d'arguments. Exactement. Mais oui. Vous avez plus aucune excuse pour ne pas venir. Bah, merci infiniment, ça fait très 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 envie de voir votre spectacle et c'était très intéressant d'avoir toutes ces informations sur comment on monte un spectacle. Nous, c'est un aspect qui nous intéresse de plus en plus avec Fanny, de comprendre comment concrètement se fait la création d'une comédie musicale. Donc merci infiniment, Marie, Mallory, Julie et Mathieu. J'espère que je me suis pas trompée. Oui, bravo. Exactement. Merci à vous. Bah, merci beaucoup. C'est la fin de ce 99e épisode de All That Jazz. Courez voir Chronique d'une ville sous exploitation latrinaire, donc Urinetown, les 19 et 20 avril. On vous mettra les informations, les dates, la billetterie, tout ça, évidemment, sur le site et les réseaux sociaux de All That Jazz pour que vous y précipitiez. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. On vous rappelle notre prochain All That Jazz Cinema Club le 31 mars avec Mary Poppins. Et on se retrouve très vite pour le 100e épisode de All That Jazz. À bientôt. Salut!